Tu écoutes l'épisode 130, Bien gérer les débuts d'une relation. Alors, tu as rencontré quelqu'un qui te plaît et tu voudrais mettre toutes les chances de ton côté pour que ça marche. Ou alors, tu as le sentiment que tu vis beaucoup d'insécurité émotionnelle et tu aimerais savoir si c'est un mauvais signe ou ce que tu peux faire pour y remédier. Ou enfin, tu as vraiment le sentiment d'auto-saboter tes relations, surtout dans cette phase un peu d'inconnu des débuts, et tu voudrais éviter de répéter ce mécanisme. Dans cet épisode 130, je vais vraiment te donner les clés qui sont pour moi essentielles pour bien débuter les débuts d'une relation et également te partager ce que disent les études à ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te donne une petite note en t'indiquant que les inscriptions pour l'académie en live Je m'aime, donc c'est pour travailler sur la relation à toi-même et la régulation de ton système nerveux, sont à nouveau ouvertes. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Si tu recherches plus des conseils pour la phase de dating, je t'invite à écouter l'épisode 9. Là, c'est vraiment la période du début de relation. Alors pour moi, ce que j'appelle les débuts d'une relation, c'est ce stade après les 3, 4 premiers rendez-vous, le premier petit mois de relation où on n'était pas vraiment officiellement ensemble, mais quand même. Où tu décides en fait d'essayer, de faire un essai jusqu'au cap vraiment d'emménager ensemble où c'est un petit peu plus, on va dire, engageant en termes de relation. C'est ce que moi j'appelle particulièrement les débuts d'une relation. Pour en savoir plus sur ces différents stades, je t'invite à écouter mon épisode 6 où je te liste les différents stades d'une relation et les enjeux pour chacune de ces phases. Alors, avant de donner les solutions ou mes conseils, je voudrais récapituler pourquoi tu peux penser en fait que cette phase, elle est challengeante. Ben, déjà, c'est une phase qui est assez importante parce que ça pose en fait les bases d'une relation saine, ce que je vais décrire un petit peu plus en détail dans l'épisode 133 qui va arriver. Et ça vous aide aussi à développer en fait une bonne mécanique dans votre manière de relationner. C'est aussi une phase qui génère en général beaucoup d'insécurité parce que tu dois d'un côté suffisamment t'ouvrir à l'autre pour arriver à créer une connexion. Et en même temps, en fait, vous savez pas encore jusqu'à quel niveau vous allez vous engager mutuellement parce que vous avez aussi besoin de vous connaître mutuellement. Le troisième point, c'est que cette phase, elle a beaucoup d'inconnus, beaucoup de non-contrôle et souvent dans cette phase-là, c'est une phase où les schémas amoureux sont le plus exacerbés, ils se réveillent le plus. Ça peut générer énormément d'insécurité émotionnelle en toi et aussi faire que tu auto-sabotes cette relation sans le vouloir, hein, on est d'accord. Tu fais pas exprès de l'auto-saboter. C'est aussi une phase où l'introspection, elle est essentielle parce que ça va te permettre de différencier qu'est-ce qui relève finalement de mon insécurité émotionnelle, qu'est-ce qui peut être dû à la relation et qui nécessite finalement un ajustement dans l'interaction des deux, ou qu'est-ce qui est dû finalement au comportement de l'autre, et si c'est une partie qui n'est pas changeable, ben, à quel moment je dois faire un choix. Et justement, pour combler à ça, dans cette phase-là, en fait, pour mes coachés qui font le programme S'ouvrir à l'amour, elles ont un journal où elles prennent vraiment ce temps d'introspection pour faire des points réguliers sur leur relation. C'est un outil que j'appelle le journal du dating et qui commence à partir des premiers dates et qui va jusqu'à la première année de relation pour justement continuer à arriver à clairement différencier ces influences. Alors, mon premier conseil dans cette phase-là, c'est que tu restes dans une phase de choix. Les 3, 4 premiers dates ou même le premier mois de relation, ça t'a permis de faire un premier écrémage par rapport à d'autres personnes, mais tu es encore loin de connaître le partenaire que tu as en face de toi et ce partenaire, il est encore loin de te connaître.
Donc, plus tu vas passer du temps avec ton partenaire, plus tu vas apprendre à connaître ses amis, aller chez lui, plus ça va te confirmer ou t'infirmer, ça dépend, s'il a les qualités que tu recherches. Et pour les qualités que tu recherches qu'il n'a pas, si tu arrives à l'accepter sans vouloir le changer, et aussi si tu arrives à accepter ses défauts. Pour moi, cette phase-là, c'est la phase où tu décides consciemment si tu peux accepter la personne en face de toi comme elle est sans vouloir le changer. Parce que, en fait, souvent, 3, 4 années après, c'est exactement ces points-là qu'on n'a pas choisis en conscience, pardon, qu'on reproche à son partenaire. Donc, l'erreur que je vois souvent, c'est que quand on commence à s'installer un petit peu dans la relation, c'est comme si le- le- l'évaluation de l'autre disparaissait. C'est comme si on va bon, bah, dans le feeling amoureux et puis c'est un super feeling. Mais pour moi, c'est important de ne pas oublier qu'on est encore dans une phase de choix. Et pour t'aider vraiment à décider si tu peux accepter ton partenaire comme il est, ce que moi je te recommande, c'est de voir si tu peux accepter ce package-là dans la durée, c'est-à-dire à partir du moment où vous décidez d'habiter ensemble, si vous décidez de vous marier ensemble, si vous décidez d'avoir des projets communs ensemble, si vous décidez d'avoir des enfants ensemble, si c'est bien sûr votre souhait. Le deuxième point, c'est de vérifier l'engagement mutuel et de ne pas le tenir pour acquis. C'est pas parce que ton partenaire t'a dit en tout début de relation qu'il recherchait une relation sérieuse que c'est toujours le cas, qu'il a toujours envie avec toi et qu'il en est capable. Ton partenaire, il a aussi des schémas, il peut aussi avoir peur de l'engagement. Donc là, en fait, ce que je t'invite, c'est pas d'être apeuré sous la sellette, mais de bien vérifier que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde en termes de projet, d'intention au sujet de la relation. Et la deuxième étape, c'est de voir si la personne en face de toi, elle est vraiment capable de s'engager. Les signes qu'une personne arrive à s'engager, c'est assez simple. Cette personne fait en sorte de te voir régulièrement, elle te présente comme son partenaire et t'intègre dans sa vie, elle tient parole, elle est ouverte à la discussion pour écouter tes besoins et tes limites et puis arriver finalement à une satisfaction mutuelle dans la relation. Donc, ne perds pas de vue de vérifier ce point plutôt que de le tenir pour acquis. Mon troisième conseil, c'est vraiment de te soutenir face à ton insécurité émotionnelle. Tu ne fais pas exprès de la ressentir, cette insécurité, ça vient de tes schémas amoureux. Tu peux écouter l'épisode 3 à ce sujet si tu ne sais pas ce que c'est un schéma amoureux. Mais pour autant, l'autre, il n'est pas responsable de ton insécurité. Donc, ce que moi je t'invite, c'est de comprendre en fait ce qui se passe en toi. De comprendre si d'abord ton insécurité, elle vient des faits, parce que s'il y a vraiment des faits qui ne te conviennent pas dans la relation, bah à ce moment-là, c'est un sujet à discuter avec ton partenaire. Rappelle-toi, le but de cette première année, c'est d'avoir une bonne dynamique et donc d'être capable de pleinement pouvoir exprimer vos besoins et vos limites, pleinement pouvoir aller vers l'autre sans sacrifier les tiens. Et c'est normal, et surtout au début, de parler beaucoup de comment vous fonctionnez, de qu'est-ce que vous avez besoin, pour justement arriver à construire une dynamique qui vous convient à tous les deux. Si toi, tu ne dis pas ce que tu veux ou que l'autre ne dit pas ce qu'il veut, bah, ça va un peu compliquer de la création de la dynamique parce qu'on n'a pas, moi je dis toujours, hein, l'autre c'est une boîte noire, on ne voit pas ce qu'il y a dans notre cerveau. Donc deviner ce que l'autre veut, c'est sympa, mais ça prend un petit peu plus de temps. Donc le deuxième réflexe aussi, c'est d'aller voir ta perception de tes peurs. Dans ce cas-là, déjà accueillir tes émotions et trouver un dialogue intérieur aidant pour te créer plus de sécurité, bah, c'est essentiel pour que ton insécurité ne nuise pas à la relation. Si tu veux en apprendre plus à ce sujet, je parle de la régulation des émotions en détail dans l'épisode 122. Dans l'épisode 138 qui va venir, je parlerai plus précisément de l'insécurité émotionnelle.
Donc, il faut être un peu encore patiente et patient. Ton partenaire peut se montrer compréhensif, il peut t'aider, il peut te rassurer, mais rappelle-toi qu'il n'est pas obligé de le faire. Je t'explique ça plus en détail dans l'épisode 67 que j'ai appelé la sécurité interne versus externe. Le prochain conseil, c'est de créer une bonne dynamique relationnelle. Et souvent, en fait, quand j'explique ça, les personnes ne savent pas exactement, mais ça veut dire quoi, une bonne dynamique relationnelle? Et je me suis dit que j'allais vous expliquer ce que des chercheurs en fait dans la relation amoureuse, donc l'Institut Gottman, docteur Julie Schwartz-Gottman et docteur John Gottman, ils ont énormément recherché sur qu'est-ce qui fait un couple heureux, qu'est-ce qui fait que les personnes arrivent à rester ensemble et rester dans un lien heureux, épanoui, donc pas juste par défaut. Et en faisant toutes ces recherches, donc ils ont filmé des couples hein, vraiment dans leur quotidien pour arriver à extraire qu'est-ce qui faisait que ces couples restaient heureux. Et ils ont identifié ce qu'ils appellent ces Masters of Love, donc les pros de l'amour, les maîtres de l'amour. Si ça t'intéresse, je t'invite à lire le livre qui s'appelle The Seven Principles of Making a Marriage Works. Et ils ont identifié sur cette base 7 principes qui te permettent de créer une bonne dynamique relationnelle. Alors, je vais te les nommer les uns après les autres et t'expliquer brièvement ce que c'est. Si tu veux en apprendre plus dans le détail, je t'invite à aller lire le livre, bien sûr. Le premier principe, c'est de connaître l'autre en profondeur. S'intéresser à l'histoire de l'autre, à ses préférences, à son monde intérieur. La manière la plus simple d'y arriver, c'est de poser des questions ouvertes, poser des questions de suivi, d'être curieux finalement, de découvrir le monde de l'autre et bien sûr en l'écoutant attentivement, c'est-à-dire de le mémoriser également. Le deuxième point, c'est de nourrir l'affection et l'admiration. Quand tu te focalises et que tu verbalises en fait ce qui va bien, ce que le partenaire a de positif ou fait de positif, automatiquement, ça va renforcer votre lien, ça va renforcer votre connexion et remplir votre compte bancaire émotionnel. Je parle de ce compte bancaire émotionnel dans l'épisode 84, si ça t'intéresse. La troisième capacité, c'est d'arriver à se tourner l'un vers l'autre. Et j'ai trouvé ça très mignon, en fait, comment il le disait, c'est en anglais, il dit ça bid for connection. Donc, c'est un petit peu des petites demandes de connexion. Donc, quand ton partenaire, tout simplement, il te demande de l'attention, que ce soit avec une demande de câlin, quand il t'envoie un petit message, qu'il exprime un besoin, un petit sourire, quand il essaye d'aller vers toi, en gros, de commencer une conversation, quand tu y réponds, en fait, tu lui montres l'importance que tu lui accordes. Et Gottman précise que finalement, ces 3 premières qualités, c'est-à-dire de connaître l'autre, nourrir l'affection et l'admiration et se tourner l'un vers l'autre, ce sont aussi 3 qualités qui sont essentielles pour te créer des amitiés. Ensuite, euh, il nomme la suivante, accepter l'influence. Et pas dans le sens de que l'un décide tout pour l'autre, mais plus dans le sens d'accommoder les désirs et les besoins de l'autre sans sacrifier les tiens. Donc le but, c'est vraiment la satisfaction mutuelle et ce sentiment que chaque partenaire a un pouvoir d'influence sur la relation et se sent considéré dans la relation. Le point suivant, c'est d'arriver à résoudre les problèmes qu'ils appellent des problèmes solvables. Alors ça, j'en parlerai dans le prochain épisode sur comment bien se disputer. Les problèmes solvables, en gros, c'est des décisions qui sont à prendre dont l'impact est limité dans le temps. Par exemple, qui va cuisiner ce soir, ou qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir, où est-ce qu'on va partir en vacances. Gottman, en fait, estime qu'il y a environ 31% des problèmes en couple qui sont des problèmes solvables, euh, mais qui quand même requièrent une bonne manière de le faire et de communiquer. Et ensuite, pour les autres problèmes, c'est-à-dire que le 69%, ça je vais en parler plus en détail dans le prochain épisode, d'avoir la bonne approche pour les problèmes perpétuels, c'est-à-dire ce sont des problèmes
qui vont revenir régulièrement au fur et à mesure de la relation, qui sont basées sur des différences de personnalité et de style de vie. Donc, par exemple, la gestion de l'argent, la sexualité, le temps passé ensemble, l'éducation des enfants, le ménage, l'intimité, et pour lesquelles, en fait, c'est important de ne pas les mettre de côté, parce que sinon, ils se figent et ils se transforment en gridlock, comme ils les appellent. Je ne sais pas comment on le traduit ça en français. Et que pour ces problèmes perpétuels, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver à en discuter? C'est de comprendre le but ou le rêve sous-jacent de l'autre face à sa position pour arriver, en fait, à isoler la partie non négociable de ces positions-là et trouver une solution qui marche pour les deux pour un temps, sachant que ces problèmes-là, régulièrement, vont revenir faire surface. Donc, une solution, on va dire, gagnant-gagnant qui a marché pendant un certain temps, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toute la vie. Ça va revenir, mais qu'il faut retrouver un autre accord. Donc, pas mettre de côté, mais vraiment prendre le temps de comprendre quel est le but ou le rêve sous-jacent à ça. Et enfin, le dernier conseil qu'il donne, c'est de créer un sens commun, c'est-à-dire en créant des rituels de connexion, en développant un but commun, en se supportant l'un l'autre dans la réalisation de ses rêves, de ses buts. Moi, c'est ce que j'appelle en fait l'esprit d'équipe et l'envie de croître ensemble. Donc, j'espère que cet article t'aura donné toutes les bonnes bases pour bien gérer le début d'une relation. Si tu as besoin d'aide pour apprendre tout ça et faire un travail de fond sur tes schémas amoureux, eh bien, à ce moment-là, mon programme S'ouvrir à l'amour, c'est le programme qu'il te faut. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode également. À la semaine prochaine où on abordera le thème de comment bien se disputer.